Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci de suivre ce 4e numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction de NCI qui passe en revue l'actualité de la semaine. Ce soir, on parlera politique, économie, l'essentiel de l'actualité d'ici et d'ailleurs, commenté, analysé, développé par la rédaction et nos invités. Et justement, pour décrypter l'actualité, je reçois pour vous, chez vous, Alafé Wakili, journaliste, directeur général du quotidien L'Intelligent d'Abidjan, et Félix Boni, directeur de publication d'Abidjan.net, site d'information en ligne. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation une fois de plus. Ce soir, nous recevons également le porte-parole du gouvernement ivoirien, ministre de la Communication et des Médias, M. Sidi Tiemoko Touré. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur Darcy. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, nous allons parler politique et sécurité. 2020 sera une année décisive et importante. Elle sera aussi une année électorale paisible. C'est l'assurance qu'a donnée le 31 décembre dernier le chef de l'État ivoirien. Dans le traditionnel message à la nation qui sanctionne l'année qui s'achève, le président Ouattara a fait le point de ses réalisations avant d'annoncer sur un ton de fermeté qu'aucune tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire ne pourra prospérer. Avant d'échanger avec vous, M. Sidi Tiemoko Touré, je vous propose de suivre ce reportage de Salif Yalekwe. L'année électorale 2020 sera paisible comme celle de 2015. C'est l'assurance qu'a partagé le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, dans son traditionnel discours de vœux à la nation hier soir. À l'instar de 2015, l'année 2020 sera une année électorale paisible. Je vous en fais la promesse. Vous pouvez me faire confiance. Pour le chef de l'État, le jeu politique ne doit en aucun cas fragiliser le tissu social du pays. La confrontation des idées et des projets, inéluctable au processus électoral, devra se faire dans la non-violence et le respect des lois, sans mettre en péril la stabilité du pays. Nous allons maintenir le cap pour que chaque Ivoirien bénéficie des fruits de cette embellie économique, dans la paix et la sérénité. Dans son message à la nation, il appelle donc les populations et surtout les jeunes à participer au processus électoral pour le bien de leur avenir. J'invite donc chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne, notamment les plus jeunes, à se faire enrôler dès le lancement du processus. C'est ainsi que vous pourrez, vous les jeunes, faire entendre votre voix durant cette année électorale. Vous devez prendre vos responsabilités dans l'avenir de la Côte d'Ivoire. Car l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est d'abord vous. Oui, c'est vous en premier. L'actualité sociopolitique, marquée par des accusations de tentatives de déstabilisation attribuées à l'ancien chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, figurait en bonne place dans son discours. S'agissant de l'actualité sécuritaire récente de notre pays, je voudrais vous rassurer à nouveau. L'État fera son devoir. L'État ne faillira pas. En particulier, au moment où le terrorisme constitue une menace à nos frontières. L'État sera là pour garantir la paix si chèrement conquise, ainsi que la sécurité des Ivoiriens et la stabilité de la Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle de 2020 est prévue en octobre prochain. Plusieurs candidatures sont annoncées, notamment celle de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, en rupture de banc avec le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, le parti au pouvoir. Ce dernier, poursuivi par la justice, dénonce des manœuvres pour l'écarter de cette présidentielle. Monsieur le ministre Sidi Tiemoko Touré, on vient d'entendre le président de la République à la faveur du traditionnel message à la nation du 31 décembre. Il est constant dans son appel finalement à l'assurance de ce qu'il n'y aura rien en 2020. Oui, mais justement, avant d'arriver à ce bilan que le président de la République a fait, il faut juste rappeler que dans son parcours historique, la Côte d'Ivoire a
a vécu, je veux dire, 3 saisons. On peut même dire un épisode de 3 saisons. Vous vous souviendrez de la période des années 60 à 79 qui correspondait à ce que nous avons appelé le miracle ivoirien, avec les investissements que feu Félix Houphouët-Boigny avait fait dans l'agriculture, mais aussi dans d'autres secteurs spécifiques et le renforcement de l'autorité de l'État. Et après cette période, nous sommes arrivés de 80 à 2011 dans une période de déclin avec le coup d'État que nous avons connu. Avec beaucoup plus de difficultés. Beaucoup plus de difficultés, mais surtout ce qui est remarquable, c'est qu'après 2011, nous avons connu ce que nous pouvons qualifier de nouveau départ. Nouveau départ qui a vu la mise en œuvre du programme présidentiel d'urgence, mais surtout des mesures très fortes qui ont permis à l'État de Côte d'Ivoire de sortir d'une situation d'incertitude d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue économique, mais d'un point de vue du rayonnement par ailleurs. Et c'est autant d'éléments d'initiative qui nous permettent aujourd'hui de dire que l'avenir ne peut être que radieux au vu de toutes les réalisations sur la période de 8 années que le président de la République a conjuguées à travers ses différents mandats et nous projeter sur 2020 en termes de sécurité et de réalisation. L'avenir ne peut être que radieux, vous l'avez dit, mais ces dernières semaines, justement, l'actualité sociopolitique, l'atmosphère a été un peu chaude, notamment en raison de cette affaire de mandat d'arrêt contre l'ancien président de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, certains Ivoiriens sont en droit de se demander si les choses vont bien se passer. Oui, bon, déjà d'un point de vue d'évaluation sécuritaire, nous nous souviendrons que la Côte d'Ivoire en 2012 avait un indice de sécurité de 3,8. Aujourd'hui, nous sommes à 1,1. L'équivalent, et ce n'est pas peu de le dire, l'équivalent de l'indice de sécurité dans certaines grandes capitales telles qu'aux États-Unis ou bien en France. Mais ça, c'est d'un point de vue indiciaire. Mais maintenant, d'un point de vue local, la perception est que les populations ont peur de revivre ce qu'elles ont vécu par le passé. C'est tout à fait légitime. Et le président de la République est dans son rôle de rassurer ses concitoyens parce que c'est pour cela qu'il a été élu, garantir la sécurité dans nos frontières, garantir la sécurité en dehors de nos frontières pour tout Ivoirien. Et une élection électorale ne peut pas être, une occasion d'affrontement entre les différents fils d'un même pays. Et c'est ce en quoi le gouvernement œuvre à travers les orientations du président de la République pour amener les Ivoiriens à se parler, à obtenir les différents consensus qui lui permettraient d'adresser les prochaines échéances. D'accord. Parlant de politique, justement, nous sommes sortis d'une année 2019 où l'opposition politique n'a pas arrêté de réclamer la réforme de la CEI. Le dialogue dont le président Ouattara parle dans son message à la nation du 31 décembre permettra donc justement de ressouder les uns et les autres, de reprendre contact avec l'opposition. Oui, mais le gouvernement est dans une procédure de dialogue depuis déjà de plusieurs années. Vous vous souviendrez des échanges qui ont eu lieu quand il s'est agi en son temps du vote de la Constitution. Toutes les composantes de la société civile ont contribué, ont participé à la mise en œuvre de ce dispositif qui aujourd'hui a été adopté en 2016, qui est notre Constitution, qui dirige les grandes arcades de notre nation. Au-delà, après ce premier exercice de dialogue communautaire et sociétal, nous avons engagé le débat, vous l'avez dit, dans le cadre de la Commission électorale indépendante. Et tous les acteurs y ont pris part, bien sûr, dans le parcours. Certains se sont retirés, ce qui est légitime, c'est leur droit, mais leur point de vue a quand même été pris en compte pour ce qui était les différentes observations qu'ils pouvaient faire sur cette commission électorale indépendante. Et donc, c'est ce qui nous a amené à la mise en place de cette commission qui, d'ailleurs, est au travail. Et c'est cette commission qui conduira les prochaines élections à venir. Et le dernier discours du président de la République nous donne le cap quant à l'ouverture d'un autre cadre d'échange qui permettrait d'avoir les avis des uns et des autres relativement au cadre réglementaire qui pilotera les prochaines échéances, c'est-à-dire la loi électorale en l'occurrence. Donc le cadre d'expression, d'échange entre les Ivoiriens existe de façon permanente, soit au niveau du Premier ministre, soit au niveau du Président de la République. Le dialogue n'a jamais été rompu. Alafé Ouakili, Félix Boni. Oui, on peut à la suite de M. le porte-parole du gouvernement indiquer qu'il y a peut-être une nostalgie de ce qu'on peut appeler la décennie des crises chez les acteurs. La nostalgie, c'est quoi? De 2002 à 2010, il y a eu une crise pour les raisons que l'on sait et il y a eu une forme de gouvernance
qui était basé, pour ce que certains appelaient le gouvernement Zassa, sur une sorte de brassage, de discussion. À tout moment, on a fait le tour des capitales. Mais depuis 2011, après aussi cette crise qui est venue à la suite de tous ces arrangements, il y a eu une nouvelle gouvernance qui s'est installée. Il y a eu une élection et puis il y a eu un processus de réconciliation qui a été lancé avec une gouvernance incarnée par le président de la République. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont encore la nostalgie de la gouvernance de la crise et qui souhaiteraient qu'on s'installe... Qui donc suscite la crise, peut-être. Qui suscite la crise, qui souhaitent qu'on continue avec le même type de gouvernance. La preuve, ils souhaitent une CI qui était comme celle de 2010, qui ne nous a pas mis à l'abri de la crise. Alors qu'elle était circonstancielle. Oui, en plus, elle ne nous a pas mis à l'abri de la crise. Si c'était une bonne CI, je ne pense pas qu'on serait entré dans la crise avec cette CI-là. Il faut certainement interpeller les acteurs sociopolitiques sur leurs responsabilités par rapport à cette nostalgie de la gouvernance de la crise et dans la crise. Félix Boni, c'est aussi votre avis? Je pense que s'il y en a encore des acteurs qui ont une certaine nostalgie des crises, je pense que les Ivoiriens ne vont pas tolérer ces acteurs et je ne souhaite vraiment pas qu'il y en ait qui soient vraiment nostalgiques de cette période de crise. Par contre, je pense que la Côte d'Ivoire est sortie d'une situation très difficile en 2010. Je pense que les Ivoiriens ne sont pas prêts à revivre encore même le quart ou le dixième de ce qu'on a vécu en 2010. Et cela interpelle tout le monde, aussi bien les gouvernants, l'opposition également, parce qu'on a l'impression qu'on est dans un chemin où personne ne peut faire confiance à personne. Le dialogue n'arrive pas à aboutir à un consensus, comme autour de la CEI, on n'est pas arrivé à un consensus. Finalement, on a une CEI qui, à 10 mois des élections présidentielles, n'est pas reconnue par une partie de la classe politique ivoirienne. Moi, mon point de vue sur la question, c'est que la commission électorale indépendante n'est pas l'instrument qui donne le pouvoir à un candidat. Les élections, c'est sur le terrain, c'est la maîtrise du terrain. À notre ère, à ce 21e siècle où les réseaux sociaux sont si développés, où l'électronique est si développée, celui qui veut gagner les élections ne doit pas focaliser ses efforts sur la commission électorale indépendante. Il faut réussir à protéger son résultat dans le plus petit hameau de Côte d'Ivoire. Parce que si vous n'avez pas de représentants, par exemple, dans un village de 100 personnes où il y a peut-être 20 électeurs, mais vous perdez 20 voix. C'est là où il faut mettre normalement l'accent. Et pour les 10 mois à venir, je pense qu'il faut sortir de ces clichés, de ces débats sur l'organisation, tout. Et que celui qui veut effectivement devenir président de la République de Côte d'Ivoire mette le cap sur le terrain, aller convaincre les Ivoiriens avec son projet, convaincre les Ivoiriens avec ce qu'il entend faire pour les aider à faire mieux peut-être que ce que le président de la République actuelle a fait, ou pour les aider à continuer ce que le président de la République a fait, parce que le candidat peut être un candidat proche du pouvoir, mais il faut sortir de tous les clichés qui nous entraînent dans la confrontation, les affrontements verbaux et tous ces éléments pour qu'on puisse vraiment préparer sereinement ces 10 mois à venir. Alors, sortir justement de l'affrontement, Monsieur le ministre, comment faire pour sortir de cette avalanche de propos, de violence qui font l'apologie de la crise, de la guerre? Comment on y arrive? Déjà, je pense que le mandat politique de tout un chacun dans la sphère, dans le jeu politique, le mandat politique appelle à de grandes responsabilités. C'est ce qui manque véritablement dans notre écosystème. Les uns et les autres pensent qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils oublient, c'est l'impact sur les différentes populations. Donc, quand on est homme politique, on doit savoir raison garder et préserver l'essentiel, qui est l'unité, la cohésion sociale. Mais malheureusement, je pense que les effets de la crise restent dans la tête des uns et des autres. Il y a cette... on est prêt à en découdre? Non, je dirais plutôt cette nostalgie, pour ne pas utiliser d'autres mots beaucoup plus forts que celui-là, cette nostalgie d'un partage spécifique pour des élites. Aujourd'hui, la démocratie est ancrée dans notre sphère sociétale. Et je pense que dans l'exécution du mandat qui est le sien, je parle du président de la République, il tient à ce que l'expression soit libre de partout. Mais il faudrait que cette expression libre s'accompagne de responsabilité vis-à-vis de ceux pour lesquels chacun de nous, chacun des différents politiques, présume pouvoir faire le marché pour les prochaines élections. Dans ce même message à la Nation, le 31 décembre dernier, le président de la République est revenu
sur les aspects économiques en annonçant, entre autres, que le taux de pauvreté a considérablement baissé grâce à une gestion rigoureuse et saine des finances publiques. Autre sujet abordé par Alassane Ouattara, le passage du franc CFA à l'éco, un sujet de Pierre Dipomela. L'indice de la pauvreté est en baisse en Côte d'Ivoire. Information donnée par Alassane Ouattara lors de son traditionnel message à la nation ce mercredi 31 décembre. Une situation due à une croissance économique soutenue et la proximité des services sociaux de base, selon le chef de l'État ivoirien. Nous avons inversé la courbe de la pauvreté, qui est en net recul, selon les résultats préliminaires des rapports et des études qui seront publiés dans le courant du premier trimestre 2020. Et cette évolution s'explique aussi en raison de la proximité des services sociaux de base tels que l'eau potable, l'électricité, la santé, l'école et les routes. La question de la réforme du franc CFA a également été abordée par le président Alassane Ouattara. Pour lui, le maintien de la parité fixe du franc CFA avec l'euro est une mesure de prudence qui permet de préserver le pouvoir d'achat des populations. Nous avons amorcé avec les chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, et la France, une évolution importante de notre système monétaire avec la réforme du franc CFA dans le cadre de la future intégration monétaire des pays de la CEDEAO. Nous le ferons avec méthode et prudence afin de préserver le pouvoir d'achat de nos populations, d'attirer les investisseurs, de créer des emplois et de maintenir le développement économique des pays de notre Union. 2020, dernière année de son second mandat, a été l'occasion pour le chef de l'État ivoirien de faire un bilan sur ses réalisations, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation, des infrastructures ou encore de la sécurité. Monsieur le ministre, vous êtes le porte-parole du gouvernement. Vous pouvez certainement nous dire, revenir sur les actions du gouvernement qui ont permis justement de réaliser ce net recul de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Je pense que déjà, dans son exercice quotidien du suivi des préoccupations des populations, un gouvernement a pour mission d'adresser toutes les attentes des populations. Et c'est ce qui a été fait, comme je l'ai dit tantôt, depuis 2011. Et ceci à travers les différents plans nationaux de développement, PND 2012-2015, PND 2016-2020. Et dans chacun des programmes nationaux, il y a des axes spécifiques qui permettent d'adresser les attentes des populations. C'est ce qui nous a permis par ailleurs d'atteindre des taux de croissance moyens annuels de 7 à 9%. Le président de la République l'a rappelé d'ailleurs dans son discours. Ces taux de croissance qui sont enviés d'un point de vue national, même international, il aurait fallu que ces taux de croissance soient ressentis dans le quotidien des différentes populations. Donc chaque ministère, dans son secteur, dans son angle, développait des initiatives. Le bilan social de l'action gouvernementale jusqu'en 2009 est assez patent à ce niveau, puisque, entre autres, en résultat, on avait la couverture maladie universelle, les filets sociaux, etc. Mais le gouvernement, dans son autocritique de son action, a envisagé aller beaucoup plus loin. D'où l'idée de la mise en place du PSGouv, le plan social du gouvernement, qui nous permet d'accentuer les efforts en termes d'investissement massif pour un résultat immédiat. Et c'est ce qui nous permet, si vous suivez la courbe du taux de pauvreté, jusqu'en 2011, le taux de pauvreté était en constante augmentation jusqu'à 51% au-dessus de la moyenne. Il a fallu attendre 2011 pour voir le taux de pauvreté regresser jusqu'à 46% en 2015. Et ceci à travers toutes les initiatives du gouvernement. Et aujourd'hui, pour ce qui est de la dernière mesure qui date de 2018, ceci est annoncé à 35%. Ce sont des investissements dans le secteur social, investissements dans la proximité des infrastructures hospitalières vis-à-vis des populations, investissement dans l'accès à l'eau potable, investissement dans les infrastructures routières, etc. Autant d'éléments en indicateurs mesurés nous permettent d'apprécier que véritablement aujourd'hui, nous avons fait un grand pas dans l'amélioration de l'indice du développement humain en Côte d'Ivoire. Elle a fait? Bon, il y a un aspect dans le message du président qui a suscité des débats dans sur les réseaux sociaux. Il a dit que c'est
le dernier message de Nouvel An de son second mandat. Oui. Il a dit second mandat et des linguistes ont dit quand on dit second, ça veut dire qu'il n'y en a plus. Est-ce que le ministre souscrit? Il aurait pu dire deuxième mandat, il a dit second. Est-ce que le ministre a connaissance de ça? Non, mais je peux être clair sur le sujet. Oui, le président de la République n'a pas fait de mystère. La Constitution, en l'état actuel, que nous avons tous voté en 2016, lui donne la latitude d'être candidat une autre fois à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Mais dans sa bonne compréhension des enjeux nationaux, il a fait la proposition de céder la place à une nouvelle génération. Ceci est suffisamment clair. En émettant des conditions. Comment? En émettant des conditions. Non, on ne dira pas ça comme cela, mais en tout cas de cause, on le prend pour mot par rapport à ce qu'il a dit. C'est cela. D'accord. Voilà. Je pense qu'à la matière, en faisant une analyse de contenu plus poussée du discours du président de la République, on se rend bien compte qu'il n'a pas utilisé au hasard le mot second. Dans son discours, vous avez suivi tout à l'heure le premier élément, il insistait auprès de la jeunesse qu'il l'invitait à aller prendre son avenir en main en allant voter massivement. C'est une façon de dire aux jeunes, choisissez éventuellement des candidats qui vont vous aider à aller plus loin. Et comme lui-même, il y a dans son esprit, dans son entendement, il faut passer la main à une nouvelle génération. Donc il invite les jeunes à voir les choses dans le sens de du rajeunissement, j'allais dire, des instances dirigeantes en Côte d'Ivoire. Et quand il parle de second, c'est une façon plus ou moins de dire que je n'irai pas certainement à un troisième mandat. Et donc, vous, les jeunes, prenez votre destin en main pour vous choisir parmi vous des gens qui seront jeunes, qui vont être candidats éventuellement aussi. Parce qu'il entrevoit déjà éventuellement qu'il y a des âgés, des aînés qui veulent se présenter. C'est vrai qu'il a lancé cette boutade à Katiola. Mais quand on lit dans tous les discours du président de la République, on sent qu'il n'a pas l'intention éventuellement d'aller encore à un troisième mandat. Moi, quand on a l'ange auprès de soi, on peut demander de l'eau à Dieu. Et on a notre ministre de la Communication ici avec nous. Le programme social du gouvernement, c'est une déclinaison des embellis économiques de la Côte d'Ivoire dans chaque ministère. Je vais profiter de l'occasion, en parlant pas au nom du président de l'UNICI, mais dire à notre ministre que nous souhaiterons que le PS Gouv se décline aussi dans le secteur des médias pour que nous aussi nous sortions aussi de la précarité. Profitez du plateau pour lancer une doléance en oui, direct. une doléance vraiment parce que nous aussi nous faisons partie de... Si on ne fait pas attention, on fera partie de ceux qui seront parmi les 35% de pauvres qui sont encore en reste. Mais il y aura toujours des leviers pour accompagner, puisqu'il y a filets sociaux qui existent même là. Ce n'est pas le programme que je souhaite aux journalistes. Nous avons MS Média, la mutuelle sociale qui existe, qui permet aujourd'hui d'accompagner d'un point de vue solidaire tous les différents journalistes qui sont en difficulté. Mais j'entends votre message qui concerne précisément les entreprises de presse du secteur. Et ensemble, nous avons développé, nous continuons de développer des initiatives pour accompagner les différentes entreprises. Le volet social, sanitaire du discours du président de la République du 31 décembre, on va l'aborder dans un instant. Mais avant, une question assez particulière. Le chef de l'État n'a de cesse de rappeler qu'il souhaite passer la main à une nouvelle génération d'hommes politiques qui prendrait donc la relève. Qui incarne aujourd'hui cette génération? Cette génération, c'est vous, c'est à la fin, c'est tout le monde, exactement. Et donc, je pense que... On va parler des porte-flambeaux. Non, cette génération, c'est tout cela. Parce que, en termes de porte-flambeaux, il faut juste voir les choses de façon comparée. Le monde évolue. Et je pense que l'exemple macronien est suffisamment illustratif par rapport à ce vers quoi le monde est en train de tendre. Les jeunes entendent ou veulent véritablement prendre leur destin en main. Et je pense que ce message n'est pas passé inaperçu à l'oreille du président de la République par rapport à son analyse de la prospective. Le président de la République s'est également prononcé sur le social, notamment en parlant du programme social du gouvernement. Il a aussi évoqué la question sanitaire. Je vous propose de suivre ce reportage de Roger Appé. En 2010, le président de la République, Alassane Ouattara, accédait à la magistrature suprême. Depuis son élection, le chef de l'État a fait de l'amélioration des conditions de vie des populations et la création d'emplois des jeunes son cheval de bataille. Une ambition matérialisée par la mise en œuvre de plusieurs projets dans divers domaines, emploi, éducation, santé. 10 ans plus tard, dans son adresse à la nation ce mardi 31 décembre, le président ivoirien a passé en revue les différents projets réalisés et ceux en cours.
Au moment où je briguais la magistrature suprême en 2010, j'avais deux priorités. L'amélioration des conditions de vie des populations par la réalisation d'infrastructures sociales et économiques et la création d'emplois, notamment pour les jeunes. Dans le cadre de sa stratégie d'insertion des jeunes, le gouvernement ivoirien a mis en place en juin 2015 l'Agence Emploi Jeunes, un dispositif qui vise à offrir aux jeunes des opportunités d'emploi. À cela s'ajoute le recrutement de milliers de jeunes dans les administrations, mais surtout dans l'enseignement primaire et secondaire. 10 300 enseignants ont été recrutés, formés et affectés à travers le pays depuis octobre 2019. Au niveau de la santé, plusieurs centres et hôpitaux ont été construits et d'autres sont en cours de réhabilitation. L'État ivoirien a aussi mis en place la couverture maladie universelle, un projet qui permet à la population de se soigner à moindre coût. Ce sont déjà plus de 2,9 millions de personnes qui ont été enrôlées, dont la moitié bénéficient pour la première fois de leur vie d'une assurance maladie. En plus de ce programme, 465 000 femmes ont bénéficié gracieusement de kits d'accouchement et de césariennes à travers les centres de santé du pays. Le taux d'accès aux services de santé est ainsi passé de 44% en 2012 à 69% en 2019. Les populations vulnérables ne sont pas restées en marge. Dans le cadre du programme des filets sociaux, 127 000 familles ivoiriennes ont bénéficié d'un appui financier direct de 144 000 francs CFA par an. Ce programme a permis de sortir 890 000 personnes de l'extrême pauvreté. Monsieur le ministre, depuis son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État n'a de cesse de rappeler que l'une de ses priorités était la création d'emplois pour les jeunes. Il a même répété lors de ce traditionnel message à la nation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que cet objectif a été réalisé ? Déjà, permettez-moi de revenir sur le taux de croissance. On a parlé de 7 à 9% sur ces différentes années. L'une des déclinaisons, les retombées directes du taux de croissance, ça a été effectivement le relèvement du SMIC aux différents fonctionnaires. Ça a été en l'occurrence aussi la revalorisation d'un certain nombre d'éléments tels que l'emploi des jeunes, près de 3 millions d'emplois pour les jeunes. Ça a été aussi la continuation du programme des filets socioproductifs, le transfert monétaire aux uns aux autres. C'est dire en réalité le taux de croissance a une matérialisation en termes de redistribution des flux de richesse dans les différentes couches sociales. Mais relativement aux jeunes, il reste acquis que l'attente et l'appel est très énorme. Et donc, 3 millions, je peux vous dire une chose, comparaison n'est pas raison, mais allez-y dans certains pays de la sous-région, l'objectif souvent, c'est 500 000 à 300 000 emplois relativement sur des périodes de mandat. Et donc, l'ambition de 3 millions est une ambition réellement énorme qui a été atteinte dans tous les différents compartiments de l'État, et même il y a d'autres qui ne sont pas encore entièrement comptabilisés. Et donc il reste beaucoup de choses à faire par rapport à certains de nos frères qui sont encore à la maison, qui attendent des processus d'accompagnement. Mais les leviers existent. Il y a l'agence emploi jeunes dont on a parlé dans l'élément tout à l'heure, qui est le dispositif structurel institutionnel d'accompagnement des jeunes pour sortir de leur situation de précarité. Mais ce qui est intéressant, qui permet d'absorber les jeunes, leur donner du travail, c'est la dynamique de l'économie. Il faut insérer, impulser un souffle certain dans l'investissement. C'est ce qui a été fait massivement dans tous les projets. Quand on construit un pont, les 22 ponts, ça crée autant d'emplois. Les routes, ça crée autant d'emplois, etc., etc. C'est ça qui est le plus pertinent qu'il faut adresser pour pouvoir comprendre les leviers substantiels qui permettront de régler la problématique de l'emploi. Que répondez-vous à ceux qui estiment que beaucoup d'entre ces emplois qui ont été créés sont des emplois précaires? C'est relatif. Ceci nous amènerait dans des appréciations de définition d'emploi précaire, mais je suis d'accord avec vous qu'il faut globalement rendre décent
les différentes initiatives proposées aux jeunes. Et je pense que l'essentiel du travail de l'Agence Emploi Jeunes, c'est d'offrir de l'emploi décent aux différents jeunes de façon constante. Il y a également la question de la couverture maladie universelle qui a un peu été controversée. Certains syndicalistes ont estimé qu'ils ne pouvaient pas suivre ce programme. Monsieur le ministre... mais bon, heureusement encore... Non, le programme, aujourd'hui, il est généralisé. Hein. C'est plus de 2 millions de personnes déjà enrôlées et progressivement, les uns les autres commencent à accéder aux différents services. Toute initiative de cette nature qui est très ambitieuse, forcément au démarrage, il y a des ralentissements. Ce sont ces différents ralentissements qui ont été constatés par rapport au mécanisme. Je pense que les syndicats et le ministère en charge ont fini par trouver l'équilibre ou sont en train de travailler sur le dossier pour pouvoir définitivement sortir de l'ornière. Mais je pense que ce sont des choses qui se règlent sur le terrain. Les réglages au fur et à mesure. Justement, ce programme de la couverture maladie universelle était censé être arrimé à un projet de réhabilitation du plateau technique de l'ensemble des hôpitaux. Où on en est aujourd'hui? Mais c'est ce qui a été fait. La dernière livraison en termes d'infrastructures hospitalières, c'est l'hôpital de Yamoussoukro qui a été réhabilité entièrement. Bien évidemment, quand on lance un tel programme, il faut se rassurer que dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, il y a des dispositifs qui puissent accueillir les différents malades. C'est ce qui a été fait, donc en prenant référence sur ce qui a été livré récemment à Yamoussoukro. Volet social, sanitaire de ce discours du président de la République, à la fin, Félix. On nous annonce peut-être aussi un nouvel hôpital à Korogo la semaine prochaine, mais il faut dire qu'il y a aussi des difficultés d'enrôlement au niveau de la CEMU. Je ne sais pas, sur 2 millions déjà enrôlés, quelles sont les attentes, les estimations, mais on a l'impression qu'il n'y a pas une bonne information, il n'y a pas suffisamment d'équipements et de possibilités pour faciliter l'enrôlement. Et il faudra voir ça et puis sensibiliser les populations sur la question, puisque l'échéance a été reportée à fin mars. Quelle échéance? L'échéance d'enrôlement obligatoire. Ceux qui ont déjà d'autres assurances pour la CIB. Encore une fois, c'est un programme ambitieux. Et nous tirons les leçons de dispositifs similaires qui existent dans d'autres pays pour pouvoir nous projeter pour le meilleur pour nos différentes populations. Et donc, la couverture maladie universelle ivoirienne marche. Et comme je l'ai dit au début, il y a des réglages à faire. Et donc, ce sont ces différents réglages qui sont en train d'être adressés. Ce n'est pas pour autant qu'il faut jeter le bébé et le bain en même temps. Parce qu'il y a des gens qui ont des assurances traditionnelles qui doivent s'enrôler à la CEMU également, pour qu'il y ait l'arrimage. Et ce n'est pas encore fait. Il semble que si jusqu'à fin mars, ce n'est pas fait, même leur assurance classique traditionnelle ne pourra plus fonctionner. Ça sera suspendu. Or, aujourd'hui, ce n'est pas de leur fait si les disponibilités d'enrôlement ne sont pas effectives à tous les niveaux. Je suis entièrement d'accord avec vous. Encore une fois, c'est la même problématique, les mêmes questionnements qui se sont posés quand il s'est agi de gérer la problématique des cartes d'identité quant à leur expiration, etc. Oui. Donc, il y a toujours un modus operandi qui est trouvé pour permettre aux uns aux autres de continuer de bénéficier des différentes prestations de leurs différentes antennes. Donc, je pense que c'est une question opérationnelle qui ne remet pas en cause la viabilité du projet qui, il faut à l'évidence, n'est que bénéfique pour les différents opérateurs et même pour les différents Ivoiriens. Félix? N'empêche que ce volet obligation de souscrire à la CEMU, quand bien même on a une autre assurance, braque quand même un peu les populations parce que pour les uns et les autres, on devrait pouvoir être libre de souscrire à une assurance et pas être forcé de souscrire à la CEMU pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge d'une assurance quelconque auquel on a souscrit. Au-delà de ça, je voudrais quand même souligner un aspect. Au niveau de l'éducation nationale, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'écoles. Quand on regarde, le chef de l'État même a donné les chiffres, presque près de 30 000 écoles qui ont été, lycées et collèges qui ont été construits en 8 ans de gouvernance. Mais quand on regarde au niveau sanitaire, le gap est suffisamment grand, ce n'est pas le même cas. Alors qu'on veut relever effectivement le niveau sanitaire en Côte d'Ivoire, je pense que elle a fait bien de le relever. Un nouvel hôpital qui va ouvrir, un nouveau CHR qui va ouvrir à Korogo. Je pense que c'est ce qui devrait pouvoir être fait dans toutes les 31 régions de la Côte d'Ivoire pendant ce temps pour pouvoir accompagner effectivement le relèvement de niveau sanitaire en Côte d'Ivoire.
Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point. Allez-y. Je vais vous laisser la parole sur la question. Oui, parce que le process qui a été adopté est que quand vous êtes malade, il faut d'abord aller à un hôpital de niveau 1, ensuite pouvoir arriver au niveau 2. Mais si on arrive dans certaines régions, je n'ose pas citer une région ici, vous verrez que l'hôpital qui existe là peut-être est de niveau seulement 1. Alors que si on prend le cas d'Abidjan, on a la possibilité de partir à un hôpital de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc finalement, je pense que pour pouvoir effectivement généraliser le système, il aurait fallu qu'on commence par étendre la construction d'hôpitaux de différents niveaux dans les différentes régions pour permettre à toutes les populations de bénéficier de façon égale ou égalitaire à tout ce qui a été déployé comme système pour améliorer leurs conditions de vie au quotidien. L'ambition du président de la République lors de sa campagne électorale il y a de cela quelques années, c'était de rapprocher les centres de santé aux différentes populations. Et nous sommes partis en 2012 de 33% de taux de couverture sanitaire, aujourd'hui en 2019 à 69% de taux de couverture sanitaire, c'est-à-dire 69% de la population se trouve proche à moins de 5 km des différents centres de santé, contre 33% en 2012 qui étaient proches des différents centres de santé. On ne dit pas que tout est fait, mais il y a une nette amélioration sur la période et ceci, il faut le concéder. Maintenant, relativement à votre question, vous dites que nous avons privilégié les écoles aux hôpitaux, c'est légitime d'ailleurs, mais les deux vont ensemble, les deux sont la priorité de l'État de Côte d'Ivoire. Pour les différentes écoles, l'ambition aussi là, c'était de rendre l'éducation accessible à tous les enfants jusqu'à 16 ans, de façon gratuite. Et pour cela, il fallait créer les infrastructures dans les localités les plus éloignées, c'est ce qui a été fait. Et il fallait ensuite doter ces infrastructures d'enseignants et près de 10 300 enseignants ont été affectés. Tout cela pour nous permettre de tirer qualitativement notre jeunesse vers le haut pour que nous ayons des jeunes aptes à prendre le relais de la gouvernance en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, sur la question de l'école, avant de vous laisser partir, c'est quoi les perspectives aujourd'hui? Il y a beaucoup d'écoles qui ont été construites, mais beaucoup d'observateurs estiment que le niveau des élèves est assez bas. Je pense que c'est véritablement une problématique intégrée, globale en réalité. Moi, ce que je perçois dans votre observation, c'est plutôt les différences, sans parler de la qualité de l'enseignement. D'ailleurs, il y a une problématique là-dessus. La ministre de l'Éducation nationale parle de cours toute la semaine. On voit des enseignants qui veulent avoir leur mercredi ou jeudi libre. On parle de quantum horaire, etc. Il faut arriver à un moment qu'on puisse mettre en avant l'intérêt de nos différents enfants. Et il a été observé que justement, nous, pendant plusieurs années, étant donné que nous n'avons pas rempli les différents quantums horaires, cela s'est ressenti dans l'éducation de nos différents enfants, quant à leur façon de s'exprimer, quant à leurs différents parcours par ailleurs. Donc il y a une réelle remise en cause de tous les différents acteurs qu'il faut voir dans tout ce dispositif, c'est-à-dire les enseignants eux-mêmes, il faut qu'ils se remettent en cause. Les parents d'élèves les parents d'élèves, j'allais en arriver puisque vous en parlez, les parents d'élèves, et à plusieurs niveaux par rapport à nous, parents d'élèves. C'est-à-dire l'éducation de nos différents enfants par rapport à la civilité, le civisme de leur comportement. Ceci remet en cause la problématique de l'enseignement. C'est pour ça que je dis que c'est un problème intégré qu'il faut gérer ensemble, pas le gouvernement seul, mais avec les différents acteurs pour que chacun puisse prendre sa part et que nous puissions garantir des lendemains meilleurs pour nos enfants. Il le faut parce que les dernières semaines, on a vu des enfants qui étaient pressés d'aller en congé de Noël. Ça donnait lieu à des mouvements qui ont engendré des morts. Donc il faut y aller assez rapidement. Nous en sommes conscients et je pense que tout le monde a pris conscience de cet état de fait. Monsieur Alafé Ouakili, Félix Boni, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir le ministre Sidi Tiemoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement ivoirien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup de votre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre. NCI 360 revient tout à l'heure après la pub.